Bonjour et bienvenue sur ce tuto slash cas pratique tableau de bord de vente numéro 1. Alors ici, nous avons la version finale avec un tableau de bord complet et dynamique qu'on peut travailler et qu'on va construire de A à Z en utilisant principalement, voire totalement, Excel, Power Pivot et un peu de Power Query. Donc on va se mettre sur 2024. Donc ça c'est le niveau 1. Donc on va travailler tout d'abord le côté base de données relationnelle. Ensuite il y aura des mesures à faire. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que des mesures, vous inquiétez pas. On va le faire ensemble. Et puis enfin on va utiliser des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des segments et des formes pour obtenir ce beau tableau de bord où on montre le chiffre d'affaires, l'objectif, la comparaison des deux, le nombre de clients, l'évolution des chiffres d'affaires par région, au global, mensuel, annuel et l'évolution du delta. Et on va le faire étape par étape. Donc ça, c'est pour le niveau 1. J'en profite aussi pour vous montrer un petit teaser de ce qui vous attend dans le niveau 2, si jamais vous décidez de le faire avec nous en formation. Celui-là, il ne sera pas disponible en public, mais je le montre quand même. Et bien là, on a le niveau au-dessus avec plus de Power Pivot, avec plus de Power Query et plus de graphiques avec plein de petites astuces intéressantes pour obtenir un résultat extrêmement propre et facilement. Donc revenons à notre cas du jour. Donc on part bien sûr de tous ces tableaux croisés dynamiques. Donc là, on a un grand total de une douzaine de tableaux croisés dynamiques qui sont tous issus d'une mesure quelque part. Donc on a 3 tables différentes, les clients, les objectifs et les ventes réelles. Et on va utiliser tout ça et combiner tout ça dans des tableaux croisés dynamiques, d'où l'utilisation de Power Pivot, parce qu'on ne peut pas avoir sur Excel de base un tableau croisé dynamique qui a plusieurs sources en même temps. Et en plus, tout ça est issu de ce qu'on appelle des mesures. Ici, je n'insère plus des colonnes de mon tableau de base, mais bien sûr des mesures en utilisant bien sûr quelques tables de dimensions, telles que le calendrier qu'on peut ajouter automatiquement ou la liste des régions qu'on peut extraire grâce à Power Query. Alors avant de nous lancer, je vais quand même montrer à quoi ça ressemble en termes de mesures. Donc là, je vais remettre mon ruban et je vais aller dans Power Pivot. Si vous n'avez pas Power Pivot, je vous invite à aller dans Fichier, Options, Complément et ensuite vous choisissez Complément comme dans Atteindre ou dans Gérer et puis Atteindre et vous cochez Microsoft Power Pivot for Excel. À ce que je sache, eh bien, ça n'existe que sur Windows. Donc, si vous êtes sur Mac, eh bien, cet exercice ne sera pas faisable. Encore plus si vous êtes sur Chromebook. N'hésitez pas à l'activer dès maintenant, est-ce que ce soit pour faire ce cas pratique ou pour faire des modèles relationnels à l'avenir. Et donc là, tous ces tableaux, on les a reliés ensemble. Donc pour aller dans Power Pivot, on les a reliés ensemble pour pouvoir les faire communiquer et donc d'utiliser des mesures et des tableaux croisés dynamiques qui ont non pas une, mais 5 tableaux différents comme source simultanément. Et puis ensuite, les mesures, eh bien, ça va être des calculs qu'on insère dans nos tableaux croisés dynamiques qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, bien sûr, quand on fait un tableau croisé dynamique, je dis toujours qu'il y a 2 limites principales quand on utilise les tableaux croisés dynamiques sur Excel directement. Limite numéro 1, c'est qu'on peut avoir qu'un seul tableau comme source. Donc, on a déjà contourné ça grâce à ce que j'appelle le modèle relationnel, c'est-à-dire des relations, des liens qui existent entre les différents tableaux, donc avec Power Pivot. Et puis la deuxième limite, c'est que le nombre de calculs différents qu'on peut faire, eh bien, il est très très défini. On peut faire que des sommes, des moyennes, des nombres, enfin des calculs, peut-être des variances, des calculs très très définis, donc très limités. Et donc c'est là où entrent en jeu les mesures qui nous permettent, par exemple, bien de calculer une soustraction
ou de calculer un total divisé par 1000 si on a envie, ou de calculer un total distinct, le nombre de clients dans nos factures, et ainsi de suite. Donc c'est un outil qui est plutôt pas mal, qui nous permet de contourner absolument toutes les problématiques des tableaux croisés dynamiques, en tout cas sous leur version de base. Donc sans plus attendre, on va commencer à mettre en place notre modèle de données. Alors, maintenant qu'on a Power Pivot de près, qu'on a bien accès à toutes nos tables, donc la première étape, eh bien, c'est d'ajouter ces 3 tables-là dont on parlait dans notre modèle de données. Donc dans Power Pivot pour être un peu plus vulgarisé. Et donc on va cliquer n'importe où dans chaque table. Bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter Power Pivot si vous ne l'avez pas. Ajouter au modèle de données, ce qui va avoir pour effet de nous ajouter la table, quelle qu'elle soit, dans notre Power Pivot. Donc pour l'instant, je n'ai ajouté que la table des clients et donc j'ai bien la table des clients sur mon Power Pivot et je vais le faire pour les 3 en quittant Power Pivot entre temps, pas besoin d'enregistrer ou quoi que ce soit. Donc ajouter au modèle de données, ajouter au modèle de données. Donc là, j'ai les objectifs. Je ferme Power Pivot. Je retourne aux ventes et je vais ajouter au modèle de données. Et la première étape pour moi, bien, c'est de vérifier si je peux pas faire des liens entre les tables directement. Ensuite, on va voir si on a besoin de tables en plus. Donc ici, on regarde ce qu'on a comme table. Pour l'instant, on a une table de clients, une table d'objectifs et une table de vente. Alors, de manière très simplifiée, je vais dire qu'en fait, les tables de fait, c'est les tables, donc les tableaux dans lesquels il y a les infos qu'on cherche à suivre. Et les tables de dimension, c'est les tables où il y a des informations complémentaires sur ce qu'on suit. Donc là, en l'occurrence, si je regarde table des ventes, bah oui, je cherche à suivre mes ventes, donc c'est une table de fait. Table des objectifs, oui, je cherche à suivre mes objectifs, donc c'est aussi une table de fait, mais la table des clients, ça me donne la région de chaque client. Donc ça, c'est plutôt des infos complémentaires par rapport à ce que j'ai déjà dans mes ventes et mes objectifs. Et donc, au final, eh bien, j'ai 2 tables de fait, pour l'instant, pour une seule table de dimension. Maintenant, on peut regarder ce qu'on peut relier. Ici, on a notre numéro de commande, et ici, on a également des numéros de commande, numéros de clients, plutôt, et on cherche à dire, ok, bah, je vais relier le numéro de client au numéro de client pour dire, ok, bah en fait, le point commun entre ces 2 tables, et donc quand je vais pouvoir faire des calculs en commun sur ces 2 tables en même temps, eh bien c'est le numéro du client. Remarquons quelque chose. Ici, il y a 1 et ici, il y a une étoile. Ça veut dire que ici, eh bien, on a un seul exemplaire de chaque client, ce qui est normal, c'est que ça nous donne la région de chaque client. Et ici, on a plusieurs exemplaires. Bah oui, c'est normal aussi parce qu'un client peut acheter plusieurs fois. Je prends un exemple de la vraie vie. En général, quand on fait nos courses, on va souvent au même magasin pour le faire. Au même magasin au pluriel, mais c'est les mêmes. On ne va pas se retrouver à faire nos courses à Marseille quand on habite à Paris, par exemple. Et donc, en fait, ici, on comprend que la table des clients, encore plus que la table des clients, d'un point de vue Power Pivot, eh bien, c'est la table de dimension qui va avec la table des ventes. Maintenant, si on essaye de faire la même chose avec la table des objectifs, je vois que la colonne en commun, eh bien, c'est la région. Mais si j'essaye de relier les deux comme ça, Power Pivot refuse. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs clients dans la même région. Or, pour qu'il y ait un lien entre 2 tables, il faut vraiment qu'on ait un seul exemplaire d'un côté. On peut faire des liens un vers plusieurs, un vers un à la limite, mais jamais plusieurs vers plusieurs, parce qu'il n'aime pas ça du tout. Donc, pour contourner ça, il va falloir créer eh bien, une table avec juste les noms des régions. Gardons ça en tête, on y reviendra juste après. Également, je vois qu'il y a date commande ici et date ici. Et pareil, si j'essaye de relier, ça ne marche pas non plus parce que on peut avoir plusieurs régions et donc des objectifs sur la même date, mais pour des endroits différents. Et ici, on peut avoir plusieurs commandes le même jour. En tout cas, je l'espère pour mon magasin parce que sinon, après, d'un point de vue financier, c'est pas incroyable. Donc, pour ça, eh bien,
on a la possibilité sur Power Pivot de créer en 2 clics une table de date qui va pouvoir faire le pont entre la date de commande et les dates des objectifs. Alors pourquoi pas fusionner les 2 tables au niveau de la date, en passant par Power Query par exemple. Bien simplement, on est sur des temporalités différentes. Là, je peux avoir des commandes tous les jours. Là, en général, c'est l'objectif à la fin du mois, à la fin de la semaine, mais en tout cas, c'est des périodes un peu plus longues. Donc, je vais ajouter ma table de date qui va se créer automatiquement. Donc, j'ai une nouvelle table qui s'appelle calendrier. Donc, ce calendrier-là, eh bien, je peux le relier à mes objectifs d'un côté et de l'autre à mes dates de commande pour ce qui est de mes ventes. Alors, j'ai tout l'espace, donc autant en profiter. Et j'obtiens pour l'instant, toutes mes tables sont reliées directement ou indirectement. Il ne me reste plus qu'à créer une table des régions qui n'existe pas encore. Eh bien, ça va être notre prochaine étape. Allons-y. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et quitter Power Pivot. Et je vais extraire la liste des régions sans doublon pour pouvoir créer ma dernière table de dimension. Donc là, je vais faire un clic droit, hop, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage, ce qui aura pour effet d'ouvrir une fenêtre Power Query. Et donc là, j'ai ma liste de clients. Je vais sélectionner la colonne des régions. Je vais lui dire, OK, bah, j'ai envie de regrouper les régions. Donc là, je choisis de base, région. Alors, ce qu'on choisit ici, compter les lignes, nombre, etc. Peu importe, parce que dans tous les cas, je ne cherche pas à savoir combien il y a de lignes combien de clients par région ou quoi que ce soit. Je cherche juste à avoir une colonne avec juste les 4 régions. Donc, dans tous les cas, cette colonne, je vais la supprimer. C'est déjà fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller dans Accueil. On va fermer et charger. Et je vais choisir Fermer et charger dans pour l'ajouter à Power Pivot sans m'ajouter un tableau supplémentaire sur mon Excel qui ne servirait pas à grand chose là-bas, va plutôt servir sur Power Pivot. Donc là, il me propose par défaut de créer un tableau dans une nouvelle feuille de calcul. Je vais plutôt choisir de ne créer que la connexion et de l'ajouter au modèle de données, donc sous-entendu ajouter à Power Pivot. Et je vais faire OK. Donc là, il me dit qu'il y a 4 lignes chargées, même s'il a réellement, il n'a rien chargé sur Excel. Par contre, si on retourne ici sur Power Pivot, on voit il y a marqué Tab Client 1. J'aurais pu être un peu plus rigoureux et appeler ça Tab Région. Là, il refuse parce que c'est plutôt la requête qu'il faut changer. Donc là, je vais revenir là. Je vais renommer ma requête plutôt que Tab Client pour pas avoir de doublons et surtout pour éviter les confusions. Et là, je vais conserver, bien entendu. On retourne sur Power Pivot. Et donc là, alors, on a notre table des régions qui porte bien le bon nom. Si ce n'est pas le cas directement, n'hésitez pas à mettre un coup d'actualiser, passer en vue de diagramme. Normalement, vous avez la table des régions qui apparaîtra sous ce nom-là avec juste les régions. Et donc, à partir de là, on peut bien sûr relier cette table d'un côté à la table des objectifs. Donc, c'est un peu une table intermédiaire. Ou plutôt, on va la mettre ici. Et on va mettre les objectifs à gauche et les ventes à droite, exactement. Et bien sûr, on peut relier, alors je vais mettre la table des clients en dessous, parce que c'est celle-là qui va être la table intermédiaire. Donc ça, c'est la dimension, ça c'est la dimension de la dimension. Et donc je vais la relier également à la région dans la table des clients. Donc là, normalement, j'ai bien importé toutes mes tables et je les ai bien toutes reliées. Alors, reste un petit détail à gérer sur les tables de date pour bien lui faire comprendre, donc sur le calendrier, de bien ranger les mois par ordre du numéro du mois, qu'on n'ait pas les mois dans l'ordre alphabétique. Par exemple, on passe d'une année qui commence bien en avril ou en août et qui se termine en septembre, parce que ça commence par un A, ça commence par un S. Donc, je vais sélectionner la colonne, je vais lui dire de trier par numéro du mois. Donc, par défaut, il me le propose directement. Et bien, je vais en profiter et dire OK et le laisser trier. Donc, à partir de maintenant, vu qu'on a toutes nos tables, tout est relié, alors je vais partir sur la table des ventes, je vais la mettre au début d'ailleurs.
et je vais commencer à faire mes mesures. Donc là, les mesures, concrètement, ça va être des calculs qui vont être réutilisés dans les tableaux croisés dynamiques ensuite, comme vu dans l'introduction de la vidéo. On va préfaire tous nos calculs. Alors, première mesure, très très simple, eh bien, on va faire juste calculer le CA. Je vais le mettre ici, juste en dessous du tableau. Donc sur Power Pivot, eh bien, les mesures, ça se fait en dessous des tables. On peut créer une table pour ça, contrairement à Power BI où on peut juste cliquer sur le bouton sur créer une mesure. Alors, je vais créer une mesure qui s'appelle CA, un petit deux points, un petit égal, et je vais lui dire que je veux que ce soit égal à la somme eh bien, de tous les montants achetés. Et puis, vu que si on revient à notre résultat à obtenir, on n'a que des cas euros, je vais ruser un peu et diviser tout ça par 1000 pour avoir vraiment les résultats en milliers d'euros directement plutôt que d'avoir les résultats en total normal, hein. Donc là, je vais lui dire de mettre ça en format devise, mais sans décimale. Bien sûr, après, on retravaillera ça sur Excel. Faisons la même chose avec les objectifs. Donc, pareil, je vais écrire objectif, deux points égal. Alors, sur Power BI, bien sûr, hein, j'aime bien faire la comparaison avec Power BI, il n'y a pas les deux points, donc c'est toujours une somme. Et on va prendre, cette fois, dans la table des objectifs, le montant et qu'on va diviser par 1000, sinon c'est pas comparable avec le CA. Et pareil, je vais choisir de lui mettre ma devise sans décimale. Alors, pour pouvoir voir mieux que ça, je ne vais pas hésiter à élargir mes colonnes. Je vais en profiter également pour calculer le nombre de clients. Donc là, je vais mettre ici client et je vais lui dire que je vais prendre le total distinct. Donc, je vais utiliser la fonction distinct count de numéro client de cette table-là. J'aurais pu aller sur la table des clients, mais c'est un peu plus fiable. Et je sais que, effectivement, créance cas pratique, j'ai bien fait gaffe à ce que tous les clients soient répertoriés, mais c'est plus fiable de les avoir dans la table primaire que dans la table secondaire, sachant que ce qui est mis à jour, c'est plutôt les clients de la table des ventes plutôt que les clients de la table des clients, parce qu'il faut qu'elles soient renseignées, bien sûr, même si c'est fait automatiquement. Donc là, on a au total 141 clients différents. Commençons à tester eh bien, les quelques premiers tableaux croisés dynamiques et pour voir ça. Donc je vais quitter Power Pivot, plutôt je vais retourner sur Power Pivot et aller dans Accueil et faire tableau croisé dynamique. Je vais prendre une feuille de calcul existante étant donné que j'ai déjà créé la feuille calcul. Je vais aller dans calcul et puis mettons, je vais mettre là sur le CA en D6. Donc là, je vais quitter l'écran des requêtes et connexions. Je n'en ai plus besoin, je ne reviendrai pas sur Power Query, probablement pas. Et je vois là tout de suite que j'ai 5 tables différentes, les 5 tables que j'ajoute à mon modèle de données, bien sûr, dans ce qui me propose à mettre dans mon TCD, donc dans mon tableau croisé dynamique. Je vais aller dans Table Vente et je vais ajouter CA dans Valeur. Donc là, il me dit 6 633 € et surtout, il m'a un peu rogné ma taille de colonne. Alors, je vais régler ça en changeant les options. Donc, option du tableau croisé dynamique. Donc là, je vais enlever, ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Et puis, je vais en profiter aussi pour revenir ici et bien cliquer sur afficher les éléments sans données en ligne et afficher les éléments sans données en colonne. Pourquoi je fais ça? C'est au cas où il y a des mois où j'ai pas de nouveaux clients, où j'ai pas de clients.
eh bien, je veux que ça s'affiche quand même, que je le vois et que ça saute pas, par exemple, de janvier à mars, s'il se passe rien en février. À partir de maintenant, faisons la même chose avec l'objectif. Là, je peux enlever le CA et utiliser objectif. Donc là, pareil, il va falloir gérer le format de nombre. Là, je vais aller dans format de nombre. Je vais aller en personnaliser. Je vais lui dire que je veux du dièse, 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 0 plus loin K euros. Je vais faire la même chose ici. C'est pas 10 530, mais plutôt 10 530 000. Donc, il faut faire attention à ça. Si on divise par 1000, il ne faut pas l'oublier. Sinon, bah, on a nos données qui sont beaucoup trop petites. Donc là, je crois que je l'ai déjà créé. Donc, je peux aller le chercher. Si ce n'est pas le cas, je le recréerai. Là, il est tout en bas. Donc là, plutôt, c'est 10 530 K euros. Donc, qu'on gardera pour nos cartes notamment. J'en profite aussi pour faire le TCD sur les clients. Donc là, je vais enlever le CA et mettre les clients. Et là, il y en a bien 141. Donc pour l'instant, je garde ça et puis on va retourner faire nos mesures. Alors, de quelles mesures est-ce que j'ai besoin? Donc, question, c'est bien beau de faire des mesures, mais bien sûr, il faut savoir pourquoi on les fait. Donc là, si je vais dans mes résultats à obtenir, je vois que je cherche bien, à faire le CA, donc ça c'est fait. L'objectif, ça c'est fait. Donc il va falloir rajouter une mesure pour le delta, CA moins objectif. Le nombre de clients, ça c'est fait. Il va falloir penser au pourcentage de validation de l'objectif. Donc ça aussi, ça va être une mesure à faire. Il va falloir penser aussi à calculer le chiffre d'affaires N-1, donc encore une autre mesure à faire, et d'autres mesures pour pouvoir, par exemple, faire ce graphique-là où eh bien, on a juste le 100% pour montrer à combien de pourcents on est de l'objectif. Donc pensez à ça. Donc, c'est des calculs qu'on va faire directement sur Power Pivot, donc il n'y a aucune formule sur Excel. Donc, on va regarder aussi au niveau des dates. Donc là, on a du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il est affiché, en tout cas dans la capture d'écran ici. Donc, il va falloir peut-être ajouter une mesure sur les dates ou plusieurs mesures, la date de début et la date de fin. On va attaquer ça tout de suite. On va faire les mesures, date de début, date de fin, et puis on va les combiner toutes les deux pour créer la période. Revenons sur Power Pivot. Et donc là, on va dire, OK, date minimale est égale à minimum de calendrier date. Et donc là, on va voir, normalement, il va nous dire que la première date qu'il voit dans le calendrier, c'est le 1er janvier 2022. On va faire la même chose, date max. Et dire, OK, c'est le minimum de calendrier. Alors, calendrier, non pas calendrier. Attention, sinon il ne comprendra pas. Et donc là, ça ressemble beaucoup à des formules très très basiques d'Excel. Alors pour celle-là, j'aime bien mettre le format date tout court. Et donc en choisissant là-dedans, je vais plutôt partir sur date courte, histoire de bien voir. Et puis la période, donc ce sera date min que je viens de calculer. Et puis un petit tiret entre les deux. Et ne pas oublier la deuxième esperluette. Date max. On va calculer aussi. Et donc là, il nous dit période, c'est du 1er janvier 2022 jusqu'à 31/12/2025. Ce avant l'application d'éventuels filtres, bien sûr. Là, en l'occurrence, quand on l'a vu sur la capture d'écran, c'était plutôt du 1er au 31 décembre 2024. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a filtré sur 2024. Mais en fait, ces dates-là, min et max, eh bien, elles sont sensibles au filtre. On peut choisir de les rendre non sensibles, mais ce n'est pas du tout notre intérêt, ou en tout cas, ce n'est pas du tout notre but. Ensuite, on avait parlé du delta. Donc, le delta, c'est la différence en pourcent, ou en tout cas la différence tout court et la différence en pourcent. Donc, delta, je vais dire que, eh bien,
c'est l'objet CA moins l'objectif qu'on a calculé juste avant. Donc là, pareil, hein, je vais mettre en devise juste pour mieux voir. Dans tous les cas, je vais retravailler le format sur Excel, comme ça. Hop. Sauf que ici, eh bien, le problème, c'est que, mettons, on est sur 2025, on est en mars 2025, on a des chiffres qui vont jusqu'à février 2025 au niveau des ventes. Pour pas voir dans notre graphique, donc là, si je reviens là, que des nombres négatifs à partir de mars 2025 parce qu'on n'a pas encore vendu, tout simplement, même si on a déjà des objectifs, je vais choisir de dire, OK, je ne calcule le delta que si, eh bien, j'ai un CA ce mois-là. On ne fera rien, ce sera juste l'objectif, mais en négatif. Donc, je vais utiliser une fonction si, donc if, et je vais lui dire, si le CA n'est pas vide, on fait notre calcul, sinon, on ne le fait pas. Donc, hop, is blank de CA. Alors, donc là, comme sur Excel, c'est le point virgule. Attention, sur Power BI, c'est une virgule quand on fait du DAX ou de la mesure. Terme objectif. Sinon, je veux que ce soit vide ou 0. On va partir sur vide pour l'instant. Donc là, on a notre delta qui est calculé. On va faire la même chose en pourcent. Donc cette fois, on va utiliser, je vais l'appeler delta pourcent. On va utiliser la fonction divide, hein, c'est une division. Donc CA divisé par objectif, sinon c'est 0. Et bien sûr, je vais utiliser le format pourcentage. Donc là, on est sur 62,99. Je vais quand même enlever les décimales, hein, 63%, c'est assez bien quand on est en train de manipuler des millions d'euros. On n'est pas à 0,0 et quelques pourcents. En tout cas, pas ici. Pas non plus dans la bourse, donc gardez ça en tête. On va rajouter encore une autre mesure, donc souvenez-vous, si je reviens ici, eh bien, on a l'étalon 100%, donc je vais juste créer une mesure disant que compléter pourcent, je vais l'appeler compléter. Donc c'est pas une mesure qui fait un calcul en elle-même, mais plutôt qui va nous donner un étalon quelque part. Compléter pourcent est égal à 1. 1 et 100%, c'est la même chose, bien sûr. J'enlève les décimales. Et ensuite, il ne reste plus qu'à calculer la différence entre les deux. Donc, cette fois, je vais dire delta positif en pourcent. Bien sûr, ce sera si le CA, ou plutôt si le delta pourcent, va être plus direct, est supérieur à 1, donc c'est le delta moins 1, on parle du pourcent, sinon c'est 0. Et là pareil, je vais mettre en pourcentage, sans décimale, et le delta négatif, on va le faire à l'envers, 1%, être rigoureux tout de même, eh bien c'est si le delta pourcent, encore une fois, est inférieur à 1, alors c'est 1 moins le delta pourcent. Sinon c'est 0. Et pareil, je vais donner un pourcentage, donc là on est bien 37%, ce qui est bien vérifié par rapport aux 63%. Alors, bien sûr, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour une seule raison, si on regarde ce graphique, et si on revient par exemple sur la correction, on va aller direct dessus pour bien visualiser. Donc là, on est par exemple à 87% de validation. Mais regardons par exemple si j'allais sur le grand test où je sais qu'on est à 112%.
eh bien, je vais pouvoir voir la différence. En test en 2024, c'est 82. J'ai un doute, on dirait que oui. Ah oui, j'ai cliqué sur l'Occitanie, effectivement. Donc là, plutôt, voilà, 112. Et donc, je veux pouvoir gérer la couleur grise pour si l'objectif n'est pas atteint, et la couleur bleu ciel, un peu joyeuse, dans le cas où eh bien, le delta est positif. Donc pour ça, j'ai besoin de 3 séries réellement. Une où j'ai le 100% et l'autre, c'est le taux de validation de l'objectif. Et l'autre encore, c'est le dépassement de l'objectif. Donc voilà pourquoi j'ai créé une mesure pour le delta positif et le delta négatif. Donc à partir de là, eh bien, on peut reprendre nos tableaux croisés dynamiques. On a à peu près tout ce qu'il nous faut pour pouvoir construire ce tableau de bord. On va créer tout de suite nos tableaux croisés dynamiques, mais petit détail, là, si je vais là, eh bien, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de trucs qui me polluent, que j'utiliserai pas, ou en tout cas pas directement. En tout cas, mon objectif, c'est d'utiliser uniquement les mesures, et donc ce serait un peu contre-productif d'avoir tout ça sous la main, alors que je peux juste utiliser mes mesures, à la limite, date et région. Donc, avant de créer les tableaux croisés dynamiques suivants, je vais faire un petit travail de nettoyage où je vais masquer bien, toutes les colonnes de mon outil tableau croisé dynamique. Donc, je vais faire un clic droit, masquer dans les outils clients. La table des clients est bien pareil, je vais masquer dans les outils clients également. Je vais garder juste le calendrier et la table des régions et bien sûr ce qu'il y a dans la table de vente, donc les mesures qu'il y a dedans. Donc là pour le tableau, je vais garder ça. Pour ce qui est du calendrier et les régions, c'est bon. Et pour ce qui est table vente, je ne masque pas la table parce que j'ai les mesures dedans, mais je vais masquer tout de même les colonnes qu'il y a dedans. Et donc je le vois maintenant, la plupart des choses dont je n'ai pas besoin seront grisées quand je vais sur Port Pivot, et ce dont j'ai besoin ne l'est pas. Revenons alors sur le tableau croisé dynamique. Donc là, je vais faire mes mesures sur les dates. Donc là, je vais choisir date minimale. Donc là, je vois que la table vente et je n'ai que les mesures dedans. Et maintenant, à partir de maintenant, il me les considère comme table de mesure. Donc, je vais mettre date minimale à la place de CA. Donc, je mets date min avant de mettre CA. Pourquoi? Parce que si il ne me laissera pas l'enlever. Je vais faire la même chose pour date max. Donc ici, je vais le prendre ici, le mettre à la place. Et puis, je vais rajouter encore un autre tableau croisé dynamique pour la période. Donc, pareil, je vais enlever date min, mais avant ça, je vais mettre période à la place. Et j'obtiens ma période au complet. Je vais aussi ajouter un tableau croisé dynamique pour ce qui est du delta. Donc là, je vais mettre delta tout court d'abord en cas de besoin. Donc là, il me met par défaut que c'est moins 3897 euros. Je sais que ce n'est pas des euros, c'est des K euros. Donc, je vais mettre un format de nombre un peu particulier où je vais lui dire mets un plus devant si c'est positif, un moins devant si c'est négatif, et surtout, je vais voir le cas. Donc, ici, je vais mettre moins et puis dièse. Alors, attention. Dièse, ou plutôt plus, pardon. Dièse, plus loin, dièse, dièse, 0, K euros. Bien sûr, le cas opposé, c'est moins dièse, 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 0, K euros. Sinon, mettons, on a des moins 0 euros de 0
0 K euros de variation, on va en mettre 0 euros. Bon, je sais que ça n'existe pas ici dans notre cas, mais il vaut mieux couvrir la possibilité. Et puis on va rajouter le tableau croisé dynamique spécial delta en pourcent. Comme ça, toutes les cartes que je veux faire, eh bien, je les ai directement. Donc là, je vais rajouter le delta pourcent et enlever le delta. Donc là, par défaut, il me dit 63%. C'est normal, c'est parce que je n'ai activé aucun filtre. Avant de continuer, ce que j'aime bien faire et ce qui devrait être une bonne pratique pour toutes et tous, c'est de renommer ces TCD pour pouvoir les reconnaître par leur nom également. Donc celui-là, je vais aller dans Analyse du tableau croisé dynamique plutôt que de laisser s'appeler tableau croisé dynamique 4, je vais l'appeler TCD date min. Même chose pour la suite. TCD date max. On va faire ça pour tous les tableaux, pas que celui-là, mais aussi les suivants. On va faire ensemble. TCD période. Celui-là, je vais l'appeler TCD carte CA parce que je vais en faire d'autres des TCD sur les cartes. Pas sur les cartes, mais sur le chiffre d'affaires. Donc, vraiment, que ce soit le plus explicite possible. TCD carte objectif. Sans oublier le F, même si c'est un peu moins important. TCD carte delta, TCD variation pourcent global. Donc là, pour info, c'est ce 87% qu'on voit ici. Hein. Et ici, ce sera plutôt TCD carte client. Donc là, on a renommé nos tableaux croisés dynamiques. C'est bien de partir vraiment sur des bases saines avant d'attaquer la suite. Ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, on va prendre ici alors le delta pourcent. On va le copier, on va le coller là. Et puis, on va l'enlever. Donc là, l'idée, maintenant, ça va être de faire de la mise en place pour cet anneau. Pour cet anneau qu'on voit ici. Et donc là, pour ça, eh bien, on va utiliser également les mesures qu'on a créées. Donc, on va utiliser delta positif pourcent, compléter pourcent. On va mettre les valeurs en ligne, un peu en colonne. Et delta négatif pourcent. Donc là, on a 100%, 0% et 37% par défaut. On verra ça avec les segments après. Ensuite, on va créer notre tableau à facettes. Donc là, pourquoi en fait, c'est un petit peu une petite astuce ou une petite filouterie, comme j'aime bien dire. Ici, en fait, un graphique comme ça en anneau avec des barres blanches comme ça de partout, équidistantes, eh bien, ça n'existe pas vraiment. En fait, ce que vous voyez ici, eh bien, c'est deux graphiques l'un au-dessus de l'autre. D'une part, l'anneau réel avec, bien sûr, la vraie atteinte de l'objectif au 1%. Et ici, c'est juste un rond divisé en 50 facettes. Donc, on va faire de la mise en place pour notre filouterie. Donc là, je vais l'appeler facette. Ici, largeur, si on veut. Sachant que plus on fait de lignes à ce tableau, plus les facettes seront serrées. Ici, je choisis plutôt de partir sur 50 facettes. Donc là, je vais faire une petite fonction séquence de 50 lignes. Une colonne, début 1 et pas 0. Donc je vais avoir 50 lignes de 0, de 1, pardon. Je vais copier, coller en valeur pour pouvoir transformer ça en tableau derrière. Et puis je vais dire OK, facette 1 jusqu'à 50 a priori, hein, si j'ai bien fait ma formule.
Je tombe bien jusqu'à fin de cette facette 50 et il me reste plus qu'à transformer ça en tableau. Je vais utiliser un thème de tableau un peu plus adapté, un peu plus beau pour ça. Pas très important ici, c'est plutôt au niveau du tableau de bord qu'on va regarder. On va attaquer maintenant par région. Donc, si on regarde notre tableau de bord, ça va être plutôt ce graphique-là. Donc, je vois qu'il y a le complété pourcent, vu qu'ils s'arrêtent tous ici au niveau du gris, et puis il y a le delta pourcent. Donc, je vais le créer tout de suite. Je vais prendre n'importe quel tableau croisé dynamique que je vais copier-coller. Dans tous les cas, c'est fait pour être modifié. Donc là, il me dit tableau 4. Alors, on n'en a pas besoin. On va plutôt rester sur de l'actif. Non, on va plutôt aller dans tous. Donc là, ce n'est pas les clients qui nous intéressent, mais plutôt dans la table de vente, c'est la mesure d'abord complété pourcent et delta pourcent par région. Donc là, on va plutôt chercher ça dans la table région, mettre en ligne. Et donc là, on peut comparer et créer notre table. Donc là, si je regarde, eh bien, on est sur tous les pourcentages. Après, bon, j'ai pas filtré, donc on voit pas exactement les mêmes chiffres que ce qu'on a vu dans notre capture d'écran. Et donc là, on a fini la partie delta. Et donc, par cela, j'entends l'anneau et les barres en dessous. À partir de maintenant, on peut attaquer les tableaux croisés dynamiques qui concernent les évolutions du chiffre d'affaires, du delta, de l'objectif, et ainsi de suite. Avant d'attaquer la prochaine batterie de tableaux croisés dynamiques, je propose qu'on renomme les tableaux croisés dynamiques qu'on vient de créer, donc dans la partie 2, histoire de vraiment se retrouver. Celui-là, on va l'appeler TCD pourcentage, on va l'appeler comme ça, complétion. Celui-là, ce n'est pas vraiment un TCD, mais on va l'appeler tab facette, hein, histoire d'être cohérent avec nous-mêmes. Et puis celui-là, on va l'appeler TCD delta par région. Cela étant dit, en attaquant la batterie suivante, je me rends compte que je n'ai pas calculé le CA de l'année précédente, donc CA de N-1. Donc il me manque encore une petite mesure pour avoir bien, tout ce que je veux comme mesure. Donc je retourne sur Power Pivot et puis je vais créer une mesure qui s'appelle CA N-1. Et pour ça, on va utiliser une fonction calculate. Donc ça permet d'appliquer quelque part un filtre sur un calcul généralement. Donc là, je veux calculer le CA, mais de l'année précédente. Comme ça, je peux faire afficher au même endroit le CA de l'année N. Mettons si en février 2025, je veux faire afficher en même temps le chiffre d'affaires de février 2025 et le chiffre d'affaires de février 2024 comme point de comparaison et non pas d'avoir toute une année de décalage, ou si je filtre. Et donc je vais lui dire, ok, c'est same period last year, donc en DAX, qui est le langage qu'on utilise pour créer les mesures, eh bien on a la fonction same period last year qui nous sort la valeur, mais une année avant. Et là, cette fois, je vais choisir bien sûr de calendrier date. Bien sûr, je vais mettre ça en devise. Après, bien entendu, je peux changer le format sur Excel, afficher des cas euros, etc., etc. Donc, on a maintenant cette mesure en plus. On va pouvoir l'utiliser dans notre prochain tableau croisé dynamique. Donc, le tableau croisé dynamique suivant, eh bien, ça va être celui qui concerne l'évolution du chiffre d'affaires, des objectifs et du chiffre d'affaires N-1 qu'on vient de calculer par année et par mois. Donc, on va commencer par ajouter ça dans plus de champs. On va chercher année, on va le mettre en ligne et mois. On va le mettre en ligne aussi. Donc 2022, 2023, donc on a toutes les années et tous les mois. Et on va mettre là-dedans CA objectif et CA N-1. Donc, on va revenir sur nos mesures. On va mettre notre chiffre d'affaires.
Alors bien sûr, on ne s'est pas juste fait 89 € sur le mois de janvier, hein, ce serait un peu famélique sinon, mais il faudra changer le format de nombre, objectif et CA-N-1. Donc vous voyez, on a exactement les mêmes chiffres ici et là, juste décalés d'une année. Donc ici, il y en a 89 qui correspond à 89 de janvier 2022, 100 février 2022, etc., etc. On va aussi faire l'évolution temporelle, mais avant ça, bien sûr, on va changer le format de nombre qui sont un peu plus correspondants. Donc ici, on va aller en format de nombre. On va choisir le format de nombre qu'on a déjà créé. Il devrait se retrouver quelque part en bas de mes formats personnalisés. 0, 0, 0, K euros. On va faire la même chose sur les 3 colonnes. Donc une fois que c'est fait, en général, il n'y a pas besoin de le réécrire, sauf si on part sur un nouveau fichier. Et exactement pareil ici, format de nombre. Et en personnalisé, on va choisir 0, 0, 0, pardon, dièse, 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 0K euros. On va faire aussi le tableau du delta, donc je copier-coller celui d'à côté, et après je garde que ce que je veux. Donc je vais enlever toutes les mesures qui sont ici, dans valeur, et mettre uniquement le delta, pas le delta %. Pareil, cette fois je vais utiliser plutôt le plus ou moins dièse dièse 0K euros, format de nombre. Là je fais des clics droits hein, pour accéder à ces menus-là, et je vais le chercher tout en bas. Donc c'est celui-ci. Donc là, on a dépassé de 21 000 €, 32 000, on a des mois en dessous, des mois au-dessus, etc., etc. Avant d'attaquer la prochaine batterie, les 2 prochains tableaux croisés dynamiques, donc là, je vais renommer ce que j'ai là. Donc, non pas tableau croisé dynamique, mais plutôt, on va l'appeler celui-là TCD, CA objectif et CA N-1. Et celui-là, je vais l'appeler TCD delta par mois, sachant que l'idée c'est vraiment d'être le plus explicite possible. Donc là, ce qu'on a fait essentiellement, c'est les 2 graphiques qui sont à droite. En tout cas, la base pour faire les 2 graphiques qui sont à droite. Bien sûr, après, il nous reste un peu de travail de mise en forme, mais l'idée c'est de faire ça. Donc, on a créé de quoi faire cet anneau, de quoi faire ces barres, de quoi faire ce graphique combiné, donc avec une courbe et 2 histogrammes, de quoi faire cet histogramme ici. Il ne nous reste plus que ces 2 graphiques ici, donc le CA par année et le CA par région. Et donc on va créer ces 2 tableaux croisés dynamiques. Donc là, je vais prendre celui-là. On va commencer par le CA par région parce que il y a juste les mesures à changer. Donc je vais enlever compléter pourcent, delta pourcent, et à la place, je vais mettre le CA. Bien sûr, on va changer le format de nombre encore une fois pour qu'il soit conforme aux données réelles. On a divisé par 1000. Et ici, CA par année, donc la même chose, sauf qu'au lieu de mettre les régions, on va mettre les années uniquement. Donc, ça ressemble un petit peu au début de ce tableau croisé dynamique, mais juste sans le mois. Et on a fini la partie tableau croisé dynamique, en tout cas vraisemblablement, on a tout ce qu'il faut pour aller créer absolument tout ce qu'il y a à l'écran. Il n'y a plus qu'à se lancer. Donc là, on va rentrer dans un travail de création de graphique et surtout de mise en forme. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir un beau tableau de bord. Donc je vais dans tableau de bord, je vais commencer à faire un peu de mise en place. Je vais colorier les cellules, les lignes de 1, 11 en bleu. Très bien, ce bleu-là est très bien à faire. Le reste, je vais le colorier un petit peu en gris, comme ça fait un peu de contraste quand je vais insérer mes graphiques blancs. Ce gris-là fera très bien l'affaire, une sorte de blanc cassé. On ne remarque pas comme ça tout seul, mais quand on va bien remarquer
quand on aura notre, comment dire? Nos graphiques dessus et ensuite on va commencer par créer les cartes. Vu qu'on, ici, on a commencé par créer de quoi faire les cartes ici, on va procéder dans le même ordre. Donc c'est parti, on va commencer par la carte concernant le CA. Donc là, je vais insérer, pour info, hein, ces cartes, c'est ce que j'appelle là, donc celle-là. Je vais insérer un rectangle à coin arrondi. Donc pour l'instant, je le mets un peu n'importe où, n'importe comment. Après, bien sûr, je vais le personnaliser, le changer. Je le mets en D2. Je vais lui donner une hauteur environ de 3,2 centimètres, 3,21, et hop, pour une largeur de, comme ça à peu près, hein, 6,34. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait dans le modèle. Je vais désarrondir un peu les angles. Je n'ai pas envie d'avoir des rectangles trop ronds. Ensuite, je vais mettre un contour blanc et écrire chiffre d'affaires. Donc là, si j'écris dedans, je vais mettre en taille 14 avant d'aller à la ligne, remettre en taille 11. Je me fais un petit espace. Je vais écrire chiffre d'affaires. Alors par contre, je n'aime pas, et là, je vais faire CA, parce que ça donne pour l'instant. Et là, je vais ajouter un autre rectangle, à peu près de là à là. Celui-là, il sera sans contour et transparent, ou pas d'ailleurs. Et je vais lui dire, OK, on va chercher la valeur du CA. Donc là, c'est en calcul. Et attention, on ne peut pas cliquer directement là quand on fait égal, donc dans la barre de formule, parce que automatiquement, c'est une option sur Excel qu'on peut désactiver d'ailleurs, automatiquement quand on crée un tableau croisé dynamique et qu'on fait égal une valeur dedans, il va avoir tendance à nous mettre la fonction lire données tab croise dynamique. Ça ne marche pas, là si je fais ça, ça va refuser. Donc je vais plutôt regarder l'adresse tout simplement. Donc là je vais écrire D7. J'ai effacé trop de trucs, c'est pas grave. Et là, forcément, il me garde la même police et la même forme que tout le reste. Donc là, je vais augmenter la taille. Donc 36 me paraît raisonnable. En Aptos Black peut-être. En blanc. On pourrait viser un peu plus haut, le coller, histoire de ne pas l'avoir trop bas. Et ça devrait faire l'affaire. On va bien sûr dupliquer ces formes. Donc là, on a fait chiffre d'affaires CA. On va dupliquer pour avoir l'objectif delta et client. Donc hop, 1. Et là, on va le couper, on va le coller là. On va l'éloigner un peu, bien sûr. Après, on pourra redistribuer et réarranger l'alignement pour que ce soit parfait. Et ici, au lieu de D7, au lieu de delta chiffre d'affaires, on va écrire objectif. Et puis, on va changer l'adresse. Là, c'est pas D7 a priori, mais si je regarde ici, c'est plutôt D10. Donc, je vais l'écrire moi-même. Je vais réutiliser le même format. Voilà. Donc, par contre, je vois que ça dépasse un peu. Donc là, je vais un petit peu élargir jusqu'à avoir les euros. Et puis, faire revenir un peu vers la gauche. Si ça pose problème, eh bien, on peut encore filouter en disant, OK, non, le remplissage, je ne veux pas qu'il soit bleu, mais qu'il n'y ait aucun remplissage. Comme ça, même si ça dépasse, on le voit un peu moins. Donc là, je vais aligner en haut pour qu'ils aient exactement la même position verticale. Le but étant qu'ils soient complètement harmonieux. On va faire la même chose encore, celui-là je vais le couper, avec le delta. Donc ici, je vais l'appeler delta entre parenthèses CAVS objectif. Le but étant que ce soit visuel mais aussi clair en même temps. Donc là, c'est pas en D10 mais probablement en D13. Pareil, je vais utiliser le pinceau pour gagner du temps.
Ça a l'air de tenir dedans, pas besoin de faire de la filouterie. On peut attaquer la suite et enfin, les clients. Donc là, je vais faire bouger ça, je vais le mettre plutôt vers là. On va bouger un petit peu plus vers la gauche et cette forme-là, je vais lui mettre le titre client et cette fois, la bonne adresse, c'est F7 141. OK, on va plutôt le mettre en beaucoup plus petit. Alors ici, on se heurte un peu à un problème, c'est que là, on a des rectangles qui sont tout juste assez larges pour mettre les chiffres en cas euros, mais là, ici, on n'a que 141 clients, on a toute une partie vide, donc je vais élire de baisser la largeur de la carte client, plutôt autour de 4 centimètres plutôt que 6,34. Allez, on va mettre 4,3 pour tester. Voilà, on peut même mettre un peu plus serré ou un peu plus large. Bon, ce que j'avais mis, c'était 4,33. Donc, ça joue pas à grand-chose, mais après, en termes d'alignement, on pourra avoir une largeur cohérente avec tout le reste. On va en rester là pour les cartes, et là, vu qu'on a fait tout le travail de mise en place avant avec les tableaux croisés dynamiques, eh bien ça s'est fait rapidement, quelques copier-coller. Et après, bon, il restera plus que les graphiques, les segments et autres outils bien sympathiques. Maintenant, on va attaquer la partie en dessous des cartes, donc en l'occurrence les graphiques et éventuellement les zones où on met les graphiques dans le cas où on a un cadre, où on a plusieurs graphiques, notamment ici, par exemple, là on a le graphique d'atteinte en pourcent par région et le graphique en global qui sont tous les deux sur le même rectangle. On va préparer ces cadres-là réellement. Donc, on va insérer un petit rectangle à coin arrondi, comme d'habitude. Alors, hop, je le mets n'importe où, je lui donne n'importe quelle taille, je le redimensionnerai après. Donc là, je vais le mettre en D9. Et puis, je vais lui donner une largeur de 12,4, mettons, 12 centimètres, histoire de lui donner un petit peu jusqu'à la moitié de l'écran. Par contre, la courbure est un peu trop violente pour moi. Je vais baisser ça. Et une hauteur d'exactement 15,63. Bien sûr, je vais lui enlever le contour. Par contre, le remplissage sera blanc. Et là, vous voyez, le gris, même s'il était très très peu prononcé, eh bien au final, on se rend compte qu'il y a quand même un contraste avec le blanc. On va faire la même chose pour notre cadre des segments. Celui-là, je vais le remplir à la fin. Donc ça sera exactement la même hauteur, mais avec une largeur un peu moindre. On va viser exactement aussi large que la colonne B que j'ai préparée au préalable. Et cette fois, je vais lui donner une largeur de 6,94. Alors, vu qu'ils n'ont pas tout à fait la même largeur, celui-là, alors je vais plutôt encore baisser un peu plus l'arrondissement de l'angle ici. Donc là, on a notre mise en place. À partir de maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque ce graphique-là, donc CA mensuel versus objectif. Donc là, ce que je choisis, c'est vraiment d'aller des graphiques les moins techniques à faire aux graphiques les plus techniques à faire. Donc je vais commencer par celui qui a l'air d'être le plus technique et qui réellement est un peu moins technique à faire que les anneaux. C'est l'histogramme et courbe en même temps. Pour ça, je vais choisir le bon graphique comme base, le bon tableau. Donc là, c'est l'évolution du CA mensuel. Donc je vais insérer n'importe quel graphique à partir de là. Donc là, par défaut, il va me dire OK, j'ai ça. Je vais le mettre dans le tableau de bord. Je vais régler sa largeur tout de suite. Donc là, on est sur du 25,68 de largeur. On veut qu'il soit vraiment large. Et c'est parti pour la personnalisation. Donc on est d'accord que pour l'instant, c'est l'un des graphiques les plus moches que j'ai jamais vu, ou en tout cas les plus illisibles.
on peut voir une certaine tendance, mais ça s'arrête là. Donc là, je vais enlever l'axe vertical, il sert à rien. On va rajouter des étiquettes de données après, donc c'est un petit peu, on va mettre les chiffres directement au-dessus. On va enlever le quadrillage. Et la légende, il ne sera pas à droite, mais au-dessus. Comme ça nous permet d'avoir plus ou moins plus de largeur sur notre graphique. Et enfin, dans Analyse, on va enlever les boutons de champ. Bien sûr, on va lui ajouter le titre du graphique au-dessus. On va l'appeler CA mensuel versus objectif versus CA N-1. Donc là, c'est peut-être un peu trop gros. Je vais mettre en taille 11, ça fera l'affaire, en bleu. Puis, je vais le coller à gauche de mon graphique. À partir de là, alors j'espère que je n'ai pas fait les étapes dans le mauvais sens. Je modifie le type de graphique et que je mette combiné. Donc, c'est pas le CA N-1 que je veux en courbe. C'est plutôt un courbe avec marque, c'est très bien pour le CA. Et je peux valider ça, tout est sur le même axe. Ok, c'est déjà un peu mieux, je peux déjà en profiter pour ajouter les étiquettes de données sur la courbe, donc attention, bien sélectionner la courbe avant de faire étiquette de données, sinon on va se retrouver avec des étiquettes partout. Donc là, je vais choisir au-dessus. En l'occurrence, vu qu'on affiche tout en même temps, les barres, on va avoir tendance d'être plus petites et donc on va en avoir partout. Et ensuite, on va commencer à gérer nos barres. Donc là, on va commencer par, je le sais à N-1. Alors, je vais commencer plutôt par les objectifs. Je vais faire un clic droit sur une des barres orange. Donc, comment je sais que c'est la barre orange? C'est que c'est écrit ici dans ma légende. Je vais lui dire que je veux une largeur de l'intervalle de 30%, histoire d'utiliser encore plus l'espace, et une superposition des séries de 100%. J'ai fait exprès d'avoir les objectifs en premier, de les mettre comme ça, et d'avoir au premier plan le CA N-1 plutôt que les objectifs. Et donc là, plutôt que d'avoir de l'orange, on va les mettre en gris. Donc, je vais revenir ici, remplissage, je vais mettre la couleur, le gris le plus clair. Ça devrait être plutôt visible. Alors peut-être pas aussi clair, peut-être un cran au-dessus, histoire de le voir un peu mieux. Pour ce qui est du CAN-1, on va faire en sorte que ce soit un peu plus discret. Je vais lui mettre une bordure en pointillé. Ce pointillé-là, on la faire avec une couleur un peu plus foncée, peut-être celle-ci, et ne lui donner aucun remplissage. Peut-être un autre gris ferait un peu plus l'affaire. Un gris un peu plus prononcé. Voilà, là on le voit très bien. Et la légende, on va la faire bouger aussi à gauche et au-dessus, de la voir ici. Et enfin, si je vais tout en bas, je vais mettre angle arrondi pour tout le graphique, mais aucun trait. Donc il faut le faire dans cet ordre-là. Donc on obtient ce graphique-là. Alors si on compare à ce qu'on devait obtenir, eh bien ça se ressemble pas mal. Là c'est la version filtrée sur 2024, donc effectivement c'est plus beau à voir. Là on verra la version filtrée. Donc ce que je propose du coup, histoire de mieux visualiser tout ça, eh bien, c'est de créer les segments d'ores et déjà pour pouvoir filtrer et voir les résultats. Parce que là, effectivement, si je regarde ce graphique, je me dis, il a encore du travail, surtout si je regarde les étiquettes de données. Donc là, je vais insérer mes segments, je vais revenir dans Calcul, je prends n'importe quel tableau croisé dynamique. Dans tous les cas, je vais relier mes segments à tous les tableaux. Et je vais insérer un segment. Je vais prendre année et mois et région. Le seul possible dans ce cas-là, quasiment.
Et puis, je vais tous les mettre dans tableau de bord, dans le cadre que j'avais prévu à cet effet. Donc, bien sûr, je vais les retravailler, hein, ces segments. Et je me rends compte d'un truc, c'est que c'est pas le bon segment. Donc, je vais le supprimer. Je reviens ici et je vais insérer un autre segment. Donc là, dans la hiérarchie de date, si je prends année et mois, alors pour année, ça marche, mais pour les mois, vu qu'il y a des doublons, ça marche pas. Donc je vais plutôt aller dans plus de champs et choisir mois. Et donc là, je me rends compte que j'avais choisi le mauvais et que le bon existait déjà. Ouf, pas besoin de faire plus de travail. Donc là, je vais coller mon segment que je viens de couper et je vais retenter de faire le travail. J'ai oublié de renommer les deux derniers TCD. Alors que j'ai bien insisté. Eh bien, avant de faire quoi que ce soit, je vais y retourner et renommer mes deux derniers TCD. TCD tableau croisé dynamique. Celui-là, ce sera CA par année, et celui-là, ce sera CA par région. Voilà qui est fait, on peut revenir sur notre segment et gérer les connexions de rapport et lui dire, ok, bah, j'ai envie de tout connecter à ça. Après, bien sûr, il y a potentiellement une réflexion à mener sur ce qui est connecté ou pas, mais là, par défaut, on va choisir de le faire. Et en fait, ça permet de filtrer les tableaux croisés dynamiques en même temps. C'est l'intérêt. Donc là, si je prends 2024, là tout de suite, mon graphique, il est un peu plus compréhensible, un peu plus beau, qui ressemble un peu plus. Alors, par contre, si je compare aux résultats à obtenir, je me dis peut-être que le gris est un peu trop sombre. Donc là, je vais revenir ici et dire non, finalement, j'ai changé d'avis, on va revenir au gris clair. Et puis la courbe, elle est un peu trop cassée, un peu trop droite. Donc pour elle, eh bien, je vais partir sur lissage qui est caché par ma tête. Donc, je bouge ma tête d'ici pour avoir une courbe un peu plus arrondie, un peu plus harmonieuse avec tout le reste. Ici, je me rends compte que j'ai pas mal de blanc. Je vais baisser ma légende un peu, ainsi que le titre. Et j'ai bien une belle courbe. Que là, vu qu'on l'a tout connecté, même les valeurs qui se trouvent dans les formes, dans les rectangles, ont changé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On peut attaquer le graphique suivant, mais avant ça, je vais quand même choisir de faire les connexions de partout. À partir de là, hein, je peux faire des doubles filtres. Donc là, je vois que Grand Est, j'ai fait 94 000 euros. Ça change aussi mon graphique ici. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va attaquer le graphique suivant, qui sera donc le delta mensuel. Delta, CA versus objectif par mois. Et donc, pareil, insertion. Là, on est sur un pur histogramme, peut-être même le graphique le plus simple, ou en tout cas qui demande le moins de choses différentes. Donc, ici, on va lui donner exactement les mêmes dimensions que ce graphique-là. 7,62 sur 25,68. Non, 7,62, 25,68. Et on va bien sûr supprimer le quadrillage. Alors, éloigner ma tête parce qu'elle est un peu gênante ici. Hop. Le quadrillage. Il n'y a plus besoin de légende vraisemblablement, hein, vu que tout sera décrit dans le titre. C'est qu'une seule série. On n'a plus besoin non plus de l'axe vertical. Bien sûr, dans l'analyse des graphiques pivotants, je vais enlever
les boutons de champ. Et ici, au lieu de total, bien sûr, je vais l'appeler évolution, sans oublier le U. Je précise. Ici, je vais reproduire la mise en forme, hein, c'est possible de le faire. Je vais mettre ça plutôt à gauche de mon graphique. Comme d'habitude, je vais lui dire OK, pour ce graphique-là, je veux des angles arrondis également, mais aucun trait. Je garde le remplissage. Ensuite, pour ce qui est des barres, je vais choisir l'option inverser si négatif en les disant, alors pas automatique, mais remplissage uni. Comme ça, je peux contrôler la couleur du dessus qui sera bien entendu le fameux bleu, vu qu'on est sur le thème bleu, et la couleur du dessous sera en rouge. Maintenant, le problème, c'est que si on a beaucoup de rouge, eh bien, l'axe horizontal avec les mois et l'année, il est un peu trop collé. Donc là, on va cliquer sur l'axe horizontal. On va aller ici. Alors, est-ce que c'est l'alignement? Non, c'est plutôt les 3 barres. On va lui dire étiquette. Et plutôt qu'à côté de l'axe, on va les mettre en bas, histoire de bien voir. Et enfin, on va ajouter les étiquettes de données. Et bien sûr, pour pas avoir des petits bâtons rikiki. De la sorte, on va les élargir. Je vais mettre la superposition des séries, ça ne change pas grand-chose vu qu'il n'y a qu'une seule série. Mais par contre, peut-être 30% me paraît pas mal. Sinon, on peut viser 50%. Là, on est vraiment sur une question de goût. Là, je vais partir sur 30%. Et on a déjà fait notre deuxième gros graphique. Donc là, si je regarde, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, les 2 graphiques qui sont ici et là, donc c'est le C apparent, donc à partir des 2 derniers tableaux croisés dynamiques qu'on a créés, et les anneaux ici et les barres ici qu'on attaque tout de suite. Donc on va attaquer cette partie de notre tableau de bord et après on finira par un petit peu de finition en mettant la mesure de la période ainsi que le mot vente, hein, et bien sûr une petite image de fond en dégradé histoire de donner un peu de vie. Alors, on va préparer le cadre ici. Donc, on va l'appeler en pourcent et on va commencer à préparer nos anneaux. Donc là, réellement, même si on voit un seul anneau, en réalité, il y en a 2. Donc, comme je disais, il y a celui qui a pour source ces facettes-là et celui qui a pour source, eh bien, ce tableau-là. Donc, on va l'insérer. Donc, ici, on va faire OK, insérer cet anneau-là. Je vais le couper et le coller ici. Je vais le replacer, bien entendu, et faire en sorte qu'il ait exactement la même largeur, etc. Mais commençons. Donc, je vais enlever la légende. Je vais en réalité tout enlever, vu que le titre est déjà dans le cadre. Et garder uniquement, donc, aucun trait de bordure, comme ça on est bien. Et puis, dès maintenant, je vais lui mettre la largeur, la même largeur que le cadre. Donc là, en l'occurrence, on est sur un cadre largeur 12,4. Alors, je veux que mon graphique fasse aussi exactement 12,4. Pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Et bien sûr, je vais les centrer l'un par rapport à l'autre, histoire d'avoir 0 décalage. Alors, je vois que ça a plutôt bougé le gros cadre. Pas grave, je vais le rebouger vers la droite, vers la gauche, pardon. Et puis, je vais le remonter légèrement, histoire de garder assez de place. Alors, en termes de hauteur, pour ce qui est de notre anneau, eh bien, je vais partir sur 11,62, ce qui a l'air d'être pas assez haut. Ici, 11,62, peut-être beaucoup trop grand. Je vais annuler, je vais garder la même hauteur que précédemment. Quand ailleurs, je vois que ça a tendance à dépasser légèrement, alors je vais
baisser encore la largeur, 12,5, 12,4. Ça m'a l'air correct, 12,4. Là, vraiment que c'est bon. Alors là, il y a une légère imperfection. Je le bouge encore un cran vers la droite. Et là, on a l'impression que ça fait partie de la même chose. Maintenant, je vais corriger ici. Alors ça, c'est un delta négatif. Donc, je vais le mettre. Alors, par contre, épaisseur de l'anneau, je vais baisser un peu, histoire d'avoir un anneau un peu plus épais. Cette partie-là, je vais la colorier en gris. Alors, peut-être pas ce gris-là. Alors, on va vérifier ici. Un gris légèrement plus foncé. Voilà. Ça, c'est pour la partie négative. Alors, comme on a vu tout à l'heure, je vais mettre grand test pour la partie positive et le mettre en, non pas orange, mais un bleu ciel un peu plus beau à voir, sachant que je vais lui mettre un angle du premier secteur de 0%, c'est très bien. Alors, par contre, je vois qu'il a tendance à se centrer par rapport à mon complété pourcent. Je vais changer l'ordre ici de ma mesure. Je vais mettre delta positif au début. Et donc là, en compte, bien sûr, je vais refaire le coloriage, mais au moins là, j'ai mes couleurs comme je les veux. Donc celui-là, ça va être en bleu foncé. Et puis, si j'enlève grand test, voilà, celui-là en gris. Donc je suis plutôt pas mal là-dessus. Maintenant, je vais ajouter, bien entendu, le deuxième graphique d'abord, et après on va finir par la petite carte avec le delta pourcent. Donc ça, je vais insérer un secteur également. Alors c'est un peu plus dur à faire dans le sens où il faut vraiment que ce soit exactement pareil. Enlever la légende, ça ne sert pas à grand chose. La largeur, le titre, ne sert pas à grand chose. Pour ce qui est de la couleur, eh bien, je vais lui mettre aucun remplissage, mais voir ici, pour ce qui est du fond, je vais mettre aucun remplissage et aucun trait. Je vais couper ça et je vais le coller sur ce graphique. Alors, je remarque que j'ai changé le graphique. Alors, attention, plutôt. Alors, je vais annuler. Je vais coller ça sur ce graphique et on va les superposer. Donc là, le problème, ou par contre le petit trick, c'est qu'ils fassent exactement la même taille. Donc là, j'ai pas changé la hauteur, mais par contre, la largeur va descendre à 12,4 et la même position. Donc là, je vois que encore un peu trop grand. C'est à cause du fait que, eh bien, on a une épaisseur de l'anneau différente. Donc là, je vais mettre à 68 comme pour l'autre. Et ni vu ni connu, j'ai un graphique, alors qu'en réalité, il y en a deux. Donc, petite technique. Maintenant, plus qu'à ajouter mes petites zones de texte ou mes petites formes. Je vais dire, ok, celle-là, je vais la mettre ici. Bien sûr, on pensera à centrer au niveau de l'alignement. Centrer ici. Voilà, c'est mieux. Et verticalement, on va tester. Aligner au milieu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir enlever le remplissage. Donc d'abord, aucun contour. Remplissage, que ce soit blanc ou pas d'ailleurs. On peut mettre blanc ou aucun remplissage. Je vais partir sur aucun remplissage. Et je vais lui dire que en termes de valeur, eh bien, je veux celui-ci. Mais attention, bien mettre la bonne adresse. Donc là, je vais mettre à côté ou en dessous, puis réajuster bien sûr, d'en faire le moins possible. Donc F16, E16, donc c'est D16. Donc bien sûr, là, il me met 87% comme c'est écrit dans le tableau croisé dynamique. Je vais centrer
mettre peut-être en Aptos Black et en bleu, en taille ST, taille 36 me paraît correct. Et puis on va rajouter encore un autre rectangle. On va le mettre ici. On va le centrer vis-à-vis de la première forme. Donc là, on va centrer comme ça. Parfait. Et à partir de là, je vais mettre aucun contour, remplissage blanc ou pas d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Et je vais écrire dans un gris foncé, non pas le remplissage, mais plutôt, et je vais écrire au global que bien sûr je vais centrer verticalement et horizontalement. Alors ça m'a l'air encore un peu trop petit, peut-être 36, je vais partir sur 44 potentiellement, ça me paraît pas mal, ou même 48. Hein. Je vais élargir et recentrer. Et ça, je vais mettre en 14 pour de voir mieux, peut-être pas 16. Et bien sûr, je vais recentrer tout ça vis-à-vis de mon cadre en entier. Hein. Allons-y. Aligner, centrer. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, ouais, et celui-là, je vais peut-être le mettre en Aptos Narrow. Et celui-là, il est en Aptos Black, ça devrait être pas mal. Hein. Et maintenant, on peut attaquer le graphique par région. Donc là, on sera plutôt sur des barres 2D. Ça, on va le couper. On va le mettre ici aussi. On va le mettre plus bas. Bien sûr, il sera beaucoup plus petit, mais avant tout, on va enlever les boutons de champ. Cette série-là, donc qui a l'air d'être le complété pourcent, donc un partout, on va mettre ça plutôt en gris. Alors, ce gris-là devrait faire l'affaire, ou celui-ci. Alors, je vais plutôt passer par l'écran de mise en forme. Ça me permettra de contrôler aussi le fait qu'il n'y ait aucun trait en termes de remplissage, en termes de bordure, et en termes de remplissage, je veux que ce soit en gris clair. Alors ce gris clair, ça devrait faire l'affaire. Regardons ici. Ouais, on peut même viser plus clair que ça. On va enlever bien sûr le quadrillage, la légende. On va lui mettre bien sûr des bords arrondis, des angles arrondis pour être plus précis. Et ensuite aucun trait. Et on va lui donner un peu moins de hauteur, un peu moins de largeur. Donc là, si on veut vraiment être bien centré, je suis parti sur une largeur de ton 11,62 et une hauteur de 4,15 cm. Comme ça, on va placer vers le bas. Alors, j'ai peut-être mis mes anneaux un peu trop haut pour être honnête. Je me rends compte. Donc, je vais bouger le graphique comme ça verticalement. Celui-là également. Pour les faire bien coïncider. Peut-être que c'est un peu trop bas. Voilà, on va centrer comme ça. Là, ça me paraît raisonnable. Petite astuce, hein, on n'arrive pas à sélectionner. Et bien sûr, bouger les cartes pour qu'elles soient bien placées. À partir de là, alors peut-être que... Alors, à partir de là, on va commencer à gérer les séries. Donc là, on avait dit qu'on voulait mettre ça en blanc, mais avant ça, je vais mettre tout ça en bleu, au fond bleu, comme ça on voit bien. On va enlever tout ce qui est axe. Alors là, en tout cas, l'axe vertical, non, c'est l'horizontal. Ok, ça, je vais le mettre en blanc. Je vais mettre
une largeur de l'intervalle à 50%, mais une superposition à 100%, pas à 1000%, hein, ça ne peut pas exister. Et bien sûr, au niveau de l'axe, ça, la police doit être en blanc. Et puis, enfin, on va mettre le pourcentage. Alors, en intérieur base, je pense que ça peut faire l'affaire, ou en bord intérieur, ça me paraît pas mal. Et en bleu, bien sûr, histoire de garder le côté harmonieux. Donc là, si on compare à ça, on n'est pas trop mal. Alors, par contre, on enlève les graduations, hein, ça sert à rien de les avoir. On n'a que quatre catégories et on a fini la partie anneau qui est ici. La partie anneau et barre avec toutes les données. Et puis si on remarque ici, on pourrait aller plus loin, on pourrait ordonner les valeurs. Donc on va trier notre dernier tableau croisé dynamique. Donc là, on va lui dire, non, non, je vais les afficher. Alors ici, du plus grand au plus petit. Donc je fais un clic droit sur n'importe quel chiffre. Et ça va forcément se répercuter, du moins je l'espère, sur mon graphique. Alors c'est pas ça la source, mais je vais faire exactement la même chose ici. Et donc là, j'obtiens bien du plus petit au plus grand. Donc attention, ça a donné un résultat inverse. Maintenant, on rentre dans les derniers détails à gérer de nos graphiques. Donc là, on a créé les segments, on les a reliés, on a créé les gros graphiques. Il ne reste plus que le CA par an, un petit indicateur au-dessus du tableau de bord, une petite barre entre les deux, le CA par région et enfin le petit élément de finition avec l'image de fond en dégradé. Commençons par le chiffre d'affaires annuel. Donc ici, on va partir bien sûr du bon tableau croisé dynamique, vu qu'on les a tous préparés. Donc c'est celui-ci. Alors je vais décider de ne plus lier le segment année au chiffre d'affaires annuel. Donc heureusement pour moi, les connexions de rapports sont plus faciles à gérer quand on arrive à lire les noms des tableaux croisés dynamiques. Donc là, si je regarde, delta, delta, c'est pas ça, carte objectif, c'est pas une histoire de carte. Donc j'enlève CA par année. Donc là, ça défiltre là, ça va me permettre de ne pas filtrer au moins ce tableau-là. Donc là, je vais revenir sur le tableau croisé dynamique, sur le CA par année. Je vais insérer cette fois un histogramme, hein, bien sûr. 2D, c'est très bien. Il va falloir le redimensionner forcément. Je vais le placer vers ici. Alors bien sûr, on va le redimensionner un petit peu. Je vais le mettre en 3,18 sur 3,64, histoire qu'il fasse un petit peu la hauteur, hein. Pour rappel, il doit ressembler plus à ce petit graphique-là qu'on voit ici. 3,18 sur 3,64. Alors, bien sûr, c'est normal que je ne vois rien. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever tout. Je vais enlever tous les axes. Je vais enlever le titre du graphique. Je vais enlever le quadrillage. Je vais enlever la légende. Et je vais également enlever les boutons de champ. Donc, c'est plutôt dans Analyse des graphiques pivotant. Et ça, c'est la première étape de valider. Donc là, pour l'instant, on va diminuer la largeur de l'intervalle, on va augmenter la largeur des bâtons. Donc là, je vais mettre à 50%, c'est très bien. Je vais mettre ça en blanc et aucun contour. En revanche, je vais mettre tout le reste du graphique, soit en transparent, soit en bleu, pas grand-chose, et aucune bordure. Et juste en dessous, je vais m'ajouter une petite zone de texte, un petit rectangle dans lequel je vais taper. Alors, je vais remonter un petit peu ce graphique vers le haut pour pouvoir le caler. Alors, rapprocher bien sûr aussi. Vers là, ça devrait faire l'affaire. Et je vais rajouter un petit écriteau en dessous. Donc là, je vais insérer un petit rectangle droit ou arrondi.
pas grand-chose parce que je vais enlever toute la bordure. Et ici, je vais lui dire CA annuel. Je pense, alors c'est ça que j'avais écrit, ou année tout simplement. Et bien sûr, je vais baisser un petit peu la taille de la police, ça m'a l'air un peu grand. En 9, je pense que ça devrait faire l'affaire. Et centrer verticalement, horizontalement. Peut-être que 9 c'est un peu trop petit. On va passer à 10. Là, si je regarde ici, ça a l'air d'être du 9, mais bon, il y a 10. Maintenant, format de forme, je vais enlever le remplissage, enlever le contour, et je vais l'aligner au milieu. Alors, pas ce genre de milieu, centré pour être plus précis. T'es pas très loin, mais il vaut mieux que ce soit propre. Donc là, hop, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais m'insérer un petit rectangle bleu, donc ici, comme limite, avant de passer aux CA régionaux. Donc, alors, ici, je vais insérer non pas un trait, mais bien un rectangle. Ah, pareil, hein, je peux lui donner la taille que je veux. À la main, c'est pas très important. Ce qui importe, c'est plutôt la taille à la fin. Et ici, je vais lui donner une largeur de 0,05 cm. Comme ça, on a l'illusion que c'est juste un trait, mais au moins là, on contrôle plus facilement sa largeur. Et une hauteur environ de 3,1, 3,07 pour avoir la bonne hauteur. Je vais le couper, le coller là pour qu'il soit bien calé par rapport à mes cellules. On va mettre comme ceci. Et on a créé notre petite frontière visuelle. Plus qu'à gérer maintenant l'histogramme. On aura fini tous les graphiques. Il ne restera plus qu'à finir ici au niveau du nom du tableau de bord. Il y a un titre quand même. Et ici, histoire de rajouter un petit peu de vie à notre tableau de bord. Et donc, on va attaquer. Pareil, je vais venir sur le bon tableau croisé dynamique. Là, c'est plutôt un graphique en barre. On peut trouver dans histogramme, alors surtout pas 3D. Et pareil, je vais le coller vers ici. On pourrait réajuster après son emplacement. Donc, je vais viser à peu près ou même exactement les mêmes dimensions. Donc là, on va partir sur du 3,69 de hauteur, 3,7 hein, sur non pas du 12, mais du 8,24 que j'avais fait à la base. On essaye de reproduire le plus fidèlement possible. Pareil, je vais enlever tout titre du graphique, on enlève, quadrillage, on enlève encore plus, légende, on enlève. Par contre, on va mettre des étiquettes de données en intérieur base, donc on ne voit pas, mais on va s'en occuper juste après. Ensuite, on enlève les boutons de champ, on va augmenter ou diminuer, hein, selon le point de vue, la largeur de l'intervalle. Un petit 50% devrait faire l'affaire. Si bien sûr, au niveau des étiquettes, je vais choisir de non pas mettre les valeurs, mais les noms de catégories que je vais choisir. Texte de couleur blanche, histoire de bien voir. Et puis, regardez un petit peu dans les options pour ne pas renvoyer le texte à la ligne. Le but, c'est de garder tout sur la même ligne. Je vois que c'est trié du plus petit au plus grand. Alors, je vais plutôt choisir de le mettre du plus grand au plus petit, hein, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Alors, ici, je vais retrier mon tableau. Donc là, c'était du plus grand au plus petit. Je vais mettre du plus petit au plus grand sur mon tableau croisé dynamique, ce qui va se répercuter sur mes barres. Alors, par contre, petite erreur de ma part, fallait pas forcément mettre le texte en blanc parce que dans tous les cas, c'est les barres qui seront blanches. Donc, je reviens là, je vais le mettre en bleu ici, même si dans un premier temps, on ne voit rien. C'est pas grave, on va mettre le fond du graphique, ou plutôt, alors, on va s'occuper des barres avant en blanc. Ici, le fond, il va être en bleu. Aucun remplissage, c'est très bien aussi.
et bien sûr, aucun trait en ce qui concerne la bordure. Et ainsi, on a réussi à créer le dernier graphique. Alors, il m'a l'air un peu trop bas, je vais le remonter. Jusqu'ici, ça me paraît raisonnable. Et puis, je vais rajouter un petit rectangle, histoire de dire que c'est les régions. On voit direct, mais ça fait du bien de... Ou je vais pas l'insérer, je vais carrément copier-coller celui-ci vers là. Hop, éloigner, bien sûr. Faire une petite rotation. Je peux le faire à la souris ou je peux lui dire ok, je vais faire une rotation ici de 90 degrés. Alors, à droite, non, c'était pas à droite, on va plutôt faire pivoter à gauche. Et bien sûr, au niveau du texte, je ne vais pas écrire années mais régions, parce que ce n'est pas des années mais des régions. Et puis enfin, je vais l'aligner horizontalement. Je vois que je ne suis pas très loin, mais on ne perd rien à être précis et on obtient ce graphique qui est plutôt pas mal. Alors, ouais, on arrive jusqu'à peu près la moitié de la... Alors, peut-être que je vais le faire un peu plus à droite. Donc là, je vois par exemple qu'il y a un peu plus d'espace ici. Donc là, je vais sélectionner ça et tout bouger ici, histoire d'avoir un peu plus d'espace. J'ai oublié de sélectionner région, c'est pas grave. Je vais le mettre par là. Ça, je vais lui donner un peu plus d'espace. Par contre, peut-être que je suis allé un peu trop à droite par rapport à mon graphique. Ouais, je pense que je suis allé un peu trop à droite par rapport à mon graphique. Donc, c'est pas grave, je vais un petit peu aérer aussi ici aussi. Donc là, je vérifie que par rapport au cadre, c'est bien aligné en bas. Voilà, histoire d'avoir un peu plus d'espace. Ici, alors je vais prendre mes deux graphiques, je vais les éloigner un peu plus vers la droite, histoire de vraiment aligner le grand test avec le reste. Ça me paraît raisonnable comme ceci, pour éviter d'avoir un espace inégal entre ici et là. Je vais choisir juste de distribuer horizontalement. Bien sûr, je vais devoir réajuster la position de mes graphiques. Donc celui-là, il va bouger un peu plus à droite également. Et celui-là, bien sûr, il va falloir qu'il suive, histoire de ne pas avoir quelque chose de bizarre. Et enfin, celui-là, on va le centrer par rapport au cadre. Donc c'est beaucoup de travail de regarder dans le détail. C'est très important hein, quand il s'agit de faire un beau tableau de bord. La moindre imperfection peut vraiment tout gâcher aux yeux de celui qui le regarde. Et on passe vraiment de quelque chose de très beau à quelque chose de raté très très vite. Et bien sûr, ça, on va l'éloigner un peu plus vers notre graphique qu'on va réaligner, bien sûr, qu'on peut centrer ici. Très bien. Alors maintenant, si on regarde l'espacement entre nos formes, alors ouais, effectivement, je suis d'accord, ces rectangles-là ont l'air d'avoir des bordures un chouïa trop épaisses. Donc là, au niveau du contour, épaisseur, je vais plutôt partir sur du 1. Je vais voir si c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et enfin, je vais grouper les formes pour pouvoir les distribuer horizontalement de manière assez égale. Donc là, je vais aller dans P. Ça aussi, il sera groupé avec le chiffre qu'il y a dedans. Après, on pourra les dissocier, c'est pas le souci. Mais là, pour le coup, c'est plus pratique. Alors, je choisis de partir là-dessus. Et alors, je peux l'éloigner légèrement vers la droite. Celui-là, je pense que je peux me permettre. Et enfin, je vais sélectionner tout ça et décider de le distribuer horizontalement. Comme ça, j'ai des cartes qui sont complètement équidistantes. Maintenant, on va ajouter une zone de texte pour finaliser le côté gauche de mon tableau de bord. Alors, cette fois, encore une fois, je vais partir sur un rectangle bleu transparent. On dirait que j'ai mal sélectionné.
coller là. On va agrandir, bien entendu. On va lui donner à peu près la bonne largeur. On va le mettre en Aptos Black pour avoir quelque chose de plus épais. Et on va le mettre en taille 36. Bien sûr, c'est pas année que je vais voir écrit, mais plutôt vente. Alors ça m'a l'air un peu trop gras. Je change d'avis, je vais partir sur Aptos tout court. Alors c'est resté en Aptos Black, c'est pas grave. Je trouve que c'est quand même un peu mieux. Et puis honnêtement, je trouve que c'est aussi un peu trop haut. Je vais plutôt le mettre ici. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal si je compare à ça. Alors on peut mettre en gras, effectivement. Ouais, ça passe mieux que l'Aptos Black. Et enfin, une petite forme en plus. Hop, je vais mettre ça. Cette fois, je vais plutôt le passer en 14, il me semble. Ça me paraît plus logique. Pour mettre la période, on va bien sûr le faire un peu plus petit. Si vraiment j'ai un problème d'alignement, je vais l'aligner pas au milieu mais centré. C'est bon. Et maintenant, je vais enlever le texte qu'il y a dedans et aller chercher la valeur que j'ai préparée dans un de mes nouveaux premiers tableaux croisés dynamiques. Je vais aller dans calcul. C'est la période. Là, des 14, j'enlève le 4, je mets 13. Et bien sûr, je vais mettre, bien sûr comme si c'était important, je vais mettre en italique, en police blanche, et peut-être que je vais aérer un peu plus, je vais descendre un peu, et j'obtiens quelque chose de plutôt cohérent avec ce que je cherche. Et maintenant, petite touche finale pour compléter ce tableau de bord. Donc là, on a complété tous les graphiques, tous les segments, toutes les connexions. On a vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter une petite image de fond ici vers la droite. On va y aller tout de suite. Donc on va aller dans Insertion. Puis dans Images, on va chercher Placer sur les cellules et c'est des images en ligne. Là, on est parti sur une photo de Lego. On va faire la même chose, on va taper jouet, on va voir ce que Microsoft nous propose. Celle-ci fait très bien l'affaire, c'est même celle qu'on a utilisée, et on va l'insérer. On attend un petit instant le temps que ça télécharge, et puis on va la mettre à peu près ici, sachant que bien sûr, on va la rogner, la redimensionner. Attention, l'idée c'est pas qu'elle prenne tout le tableau de bord. Donc là, je vais viser un peu large, après je réajusterai en cas de besoin. Pareil ici, je vais descendre comme ceci, je pense que ça me paraît pas mal. Peut-être allez, quelque chose comme 15 cm de largeur. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, du coup, voilà, j'ai pas visé assez large, mais c'est pas grave, je suis encore dans l'écran de rognage. Je vais réaugmenter. Là, peut-être bouger tout ça un peu vers la droite. Comme ceci, ça devrait être pas mal. Donc là, je vérifie. Je vois que c'est légèrement trop haut. Alors je vais réajuster. Je vais mettre 5,8. Ça me paraît peut-être un poil trop court. 5,81, donc c'est entre 5,8 et 5,9. Maintenant, il faut trouver le bon chiffre. 5,81 me semble parfait. Bien sûr, on va mettre ça en arrière-plan. Le but, c'est pas de cacher nos graphiques. Puis, on va garder en tête, donc là, on est sur 5,81 sur 14,77. Je vais ajouter un petit voile bleu au-dessus. Donc, l'astuce, c'est juste de mettre un rectangle bleu. Bon, là, on va l'insérer un peu n'importe où. J'ai déjà oublié mes dimensions. Je vais recliquer sur mon image. Elle fait 5,81 sur 14,77. Je vais faire en sorte à ce que, voilà, j'étais pas loin, 5,79 pour un coup de souris, c'est plutôt pas mal. Sur 14,77. Pour le placer juste au-dessus, bien sûr, on va mettre ça en arrière-plan, puis avancer ça d'un cran. Bien sûr, on va aussi enlever le contour pour pas qu'on ait l'impression qu'il y a un rectangle. C'est à rien. Alors, j'ai un petit décalage. Je vais le bouger légèrement vers la droite. Là, on ne voit plus rien.
Et maintenant, on va aller faire un petit remplissage dégradé. Alors, ouais, j'ai quelques graphiques au-dessus qui m'empêchent de faire sereinement mes clics droits. Donc là, plutôt que d'avoir un remplissage uni, je choisis remplissage dégradé. Bon, là, j'ai de la chance parce que c'est exactement le dégradé que je voulais. Bon, il a enregistré la dernière fois, on dirait. Donc, ce que j'ai fait, c'est mettre ici, alors, 3 points. Donc, si vous voulez ajouter ou enlever des points, c'est ces deux boutons-là. Et à chaque fois, c'est le même bleu, hein, c'est ce bleu-là. Et on a juste à changer la transparence. Donc ici, on est sur l'orientation. On peut changer l'orientation, hein, juste pour voir ce que ça donne. Là, c'est un peu plus centré. Là, c'est un peu plus à droite. Je vous invite à faire tous les tests. Là, c'est un peu un remplissage à l'envers, je trouve. Je préfère celui-là. Et ensuite, maintenant qu'on a géré le sens, on va regarder ici. Alors, en position 0, j'ai mis transparence de 0. Ça fait un petit effet où ça disparaît progressivement. Ensuite, en position 66%, donc ce que j'appelle position, hein, c'est vraiment l'emplacement par rapport à l'image. Plus on s'approche de la gauche, plus c'est vers la gauche. En fait, le changement, plus on s'approche vers la droite, plus c'est vers la droite le changement. Donc là, plutôt 66%, 67% me semble au niveau des deux tiers. Et toujours la même couleur. Et à 100%, on passe à 25% de transparence, là où on n'était que à 10. On peut descendre à 5 si on ne veut pas trop voir l'image entre les deux. Et ça fera vraiment une image de fond. Et c'est terminé. On a fini tout notre tableau de bord. Alors, dernier petit détail, juste je vais déconnecter ce segment de ce graphique-là, hein, pour éviter d'avoir, par exemple, si je mets Île-de-France, pour éviter d'avoir un graphique avec une seule barre, ça n'offre pas beaucoup d'éléments de comparaison. Donc, c'est pas de quoi ça parle, surtout qu'on a choisi de ne pas mettre la valeur en étiquette de données. Donc, je vais faire un clic droit, connexion de rapport. Je vais l'agrandir et choisir d'enlever. Alors, le bon TCD, c'était CA par région. Heureusement que j'ai renommé mes TCD, mes tableaux croisés dynamiques. Et voilà, on est totalement propre. Voilà donc pour le niveau 1 de ce cas pratique. Donc, on va faire une petite visualisation. Peut-être zoomer un peu à 105%. Je vais écrire plutôt que d'essayer de le... Voilà, voilà. Donc voici à quoi il ressemble au final. On l'a construit vraiment ensemble, étape par étape, en partant de juste les tableaux de données. Pour info, ça ce n'est que le niveau 1. Je vous remontre le niveau 2, bien sûr, où on est parti sur des choses beaucoup plus avancées, un tableau de bord un peu plus beau, un peu plus complet, avec plein de petites astuces, par exemple, les étiquettes de données qui disparaissent pour éviter d'avoir des graphiques trop chargés, ou pas, si je remets une année au hasard, avec des graphiques en barre un peu plus, qui a des un peu plus structurés et plus de cartes avec plus d'infos dedans et les étiquettes de données qui changent de couleur aussi. Donc un peu plus de DAX là-dedans, un peu plus de tables dedans, mais un maximum de beaux tableaux de bord là-dedans. Merci pour ce visionnage et puis on se retrouve soit dans une autre vidéo, soit en formation directement.